Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'analyse intersaison. Ça fait très longtemps que je vous l'avais promis cette vidéo et ça fait très longtemps que je voulais m'intéresser à cette équipe de Philadelphie, à ces Sixers, parce que c'est vraiment une équipe qui m'intrigue. C'est une équipe qui part dans encore un nouveau schéma après eh bien, moult rebondissements déjà la saison passée, parce qu'il y a un an, jour pour jour, on en était là. On en était encore dans Trust the Process. On nous invitait à croire en quelque chose qui était en train de se mettre en place. Et c'est vrai qu'après la saison 2017-2018, les Sixers sortaient d'un exercice tout à fait intéressant. Et puis très rapidement, le process a été cassé. On a brisé le process pour échanger du potentiel, échanger du futur pour du rendement immédiat, en récupérant des joueurs confirmés, des joueurs calibre All-Star. C'est comme ça qu'on est allé chercher Jimmy Butler, et ça n'a pas suffi à Elton Brand, le general manager de l'équipe, puisque dans un deuxième mouvement, pendant la même saison, on est allé récupérer Tobias Harris en provenance des Clippers. Et c'est vrai que cet assemblage Sixers la saison passée était tout à fait intéressant, tout à fait prometteur, bien équilibré, et pouvait propulser cette équipe vers les sommets. Malheureusement, ces joueurs n'avaient que 20 matchs ensemble dans les pattes, et en ayant joué que 20 matchs ensemble, eh bien c'est très compliqué d'aller surclasser des équipes qui ont fait le training camp ensemble, qui se sont développées ensemble, comme les Bucks, comme les Raptors dans la conférence Est, et les Sixers ont chuté en playoff sans démériter, en poussant les champions en titre sur un match 7 avec le dénouement qu'on connaît. Ils n'ont pas démérité, mais voilà, petite amertume de ne pas voir reconduite cette équipe des Sixers assemblée la saison passée, que je trouvais tout à fait intéressante. Je trouvais l'assemblage tout à fait réussi. Jimmy Butler, à qui on avait proposé le max, a préféré aller livrer ses talents du côté de South Beach. Et du coup maintenant, eh bien, côté Sixers, on est encore dans quelque chose de nouveau. On n'est plus du tout dans un schéma de process de développement en interne d'un noyau dur. On est dans des réajustements finalement tous les 6 mois, et on repart sur une nouvelle config. Alors que peut donner cette nouvelle config? Eh bien c'est ce que je vous propose de passer au crible dans cette vidéo d'analyse. Alors les Sixers la saison passée, eh bien c'est la 8e meilleure attaque de la NBA et la 14e meilleure défense. Et durant le passage du Fab 5, du Super 5 si vous préférez, donc avec Butler et Harris, avec tout ce noyau dur là qui joue ensemble, les Sixers étaient la 10e meilleure attaque et la 15e meilleure défense. Pas tout à fait le rouleau compresseur qu'on nous avait annoncé ou qu'on pouvait imaginer. Clairement, en tout cas sur la fin de saison régulière, ces Sixers n'ont pas tourné à plein régime et n'ont pas été la machine de guerre qu'ils auraient pu être. Équipe 4e au rebond avec un net rating, donc un différentiel attaque-défense à plus 2,6, classé 11e en NBA, donc un rendement correct, mais somme toute moyen, en aucun cas un rendement de contender. Et tout ça est à mettre en perspective, parce que la saison passée, donc en 2017-2018, les Sixers avaient fait quelque chose de tout à fait intéressant et avaient fini 13e attaque pour 3e défense, premier au rebond de la NBA, avec un net rating à plus 4,6, 4e meilleur de toute la NBA. Et c'est pour ça qu'à l'époque du trade de Covington et de Saric pour Jimmy Butler, je vous avais dit attention, les Sixers sont peut-être en train de faire une connerie, parce que l'équipe tourne très bien, elle sort d'une bonne dynamique, et est-ce que casser cette dynamique là, c'est pas peut-être mettre en danger un développement qui était en train de monter crescendo? Toujours est-il que finalement, après tous ces échanges, les Sixers n'ont pas fait mieux en 2019 que ce qu'ils avaient proposé en 2018. En attaque, ces Sixers, comment c'est composé? Eh bien, on a la 4e meilleure réussite, le 4e meilleur pourcentage de la NBA pour les tirs tentés tout près du cercle. On est 15e dans les tirs à mi-distance, et on a le 8e meilleur pourcentage à 3 points. Donc dans les deux compartiments les plus rémunérateurs, tir tout près du cercle et 3 points, on a quelque chose de tout à fait correct. On propose des réussites qui sont tout à fait correctes. Ajoutez à ça
le deuxième free throw rate de la NBA, c'est-à-dire le pourcentage de lancers francs tentés par rapport au tir tenté, donc la capacité à provoquer des fautes et à aller marquer des points à haut pourcentage depuis la ligne des lancers, ajouté à cette attaque le deuxième meilleur free throw rate de la NBA, donc les Sixers provoquent des fautes et vont chercher des points sur la ligne des lancers. Et pourquoi c'est important de tenter le plus de lancers possible? Parce que, comme je vous l'ai toujours dit, ce sont des tirs tentés à 77% de réussite côté Sixers. Donc c'est des points à haut pourcentage. Donc c'est de l'efficacité. Donc c'est très très bien. C'est ce qu'il faut aller chercher. Malheureusement, à contrario, les Sixers, et c'est pour ça, finalement, malgré les bons pourcentages, malgré les lancers francs qu'ils vont aller chercher, les Sixers, c'est la 24e équipe de la NBA en termes de pourcentage de ballons perdus. Donc, vous faites le calcul inverse, c'est la 6e équipe qui perd le plus de ballons par match. Et ça, évidemment, que c'est se tirer une balle dans le pied, c'est perdre de l'efficacité offensive, parce qu'il n'y a rien de pire que de finir une possession par une balle perdue parce que vous n'avez même pas eu l'occasion de tenter un tir. Même si vous êtes maladroit, au moins vous pouvez tenter quelque chose. Là, vous n'avez même pas l'occasion de tenter quelque chose. Et ça, évidemment, ça fait baisser le rendement offensif de cette équipe des Sixers. Et la problématique Sixers, c'est que dans les playmakers de l'équipe, eh bien, il n'y a personne qui a un assist turnover ratio qui fait un petit peu partie de l'élite de la NBA, qui est dans les 2,75 au-dessus des 3. Donc quelqu'un qui est vraiment en rigueur avec la balle et qui peut créer, distribuer pour les coéquipiers sans forcément envoyer une balle sur deux dans les gradins. Les deux seuls, la saison passée, qui avaient un assist turnover ratio vraiment supérieur à la moyenne, c'était Jimmy Butler et TJ McConnell. Pas de chance pour les Sixers, ces deux-là ne font plus partie du roster. Donc voilà, ce manque de playmaker en rigueur, Simmons est fascinant, mais s'il y a bien un défaut dans son jeu, c'est les pertes de balles, c'est les mauvaises passes, c'est les passes non ajustées, c'est les dribbles sur les pieds. Et ça, évidemment, vu le volume de ballons qu'il récupère, vu le nombre de ballons qui transitent par lui, ça handicape l'efficacité offensive de l'équipe. Et ça, c'est clairement un sujet que les Sixers doivent surveiller parce que leur marge de progression en attaque, elle est évidemment aussi dans cette capacité à être plus rigoureux avec la balle. Les Sixers ont un jeu offensif qui est très 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 intéressant, où le ballon circule beaucoup. C'est l'une des équipes de la NBA qui propose le plus de passes en moyenne par match, qui propose le plus de pourcentage de passes décisives par rapport au panier marqué. Le jeu des Sixers, quelque part, est complètement dans l'ADN du jeu Warriors, avec un ballon qui est très très vivant, avec les intérieurs qui sortent très haut, avec beaucoup de séquences de hand-off, avec des mains à main, avec des intérieurs qui sont des passeurs, qui vont chercher les joueurs qui coupent. C'est collectivement très 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 intéressant, mais ça n'est, à contrario, efficace qu'en attaque que si on arrive à faire des bonnes passes, et que si la circulation du ballon est fluide et sans accroc. Donc sujet, clairement, perte de balle du côté des Sixers à surveiller. Et puis si on s'intéresse au play type, c'est-à-dire la décomposition de l'attaque de cette équipe de Philadelphie, eh bien on remarque que dans les séquences qui sont les plus utilisées par ces Sixers, spot-up, transition et pick and roll porteur de balle, eh bien on n'a pas forcément sur les deux premiers compartiments des rendements qui sont très 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 élevés. On est même dans des rendements qui sont moyens, voire mauvais, et on retrouve quelque part cette attaque des Sixers qui n'est pas ultra fluide, qui n'est pas à son maximum de son potentiel. Ce qu'on retrouve par contre complètement, c'est cette attaque quelque part un petit peu atypique, avec une équipe des Sixers qui fait, par rapport à la moyenne NBA, peu de séquences de pick and roll, qui fait très très peu d'isolation, qui à contrario fait encore pas mal de post-up, pas mal de cut, pas mal de hand-off. Donc on retrouve cette équipe des Sixers couteau suisse en attaque. On a plein de lames dans notre jeu d'attaque, on a plein de solutions, mais dans ce qu'on fait prioritairement, attention, on a des petits problèmes d'efficacité qu'il faut qu'on corrige si on veut devenir un contender. Et l'un des premiers sujets, ce sont les spot-up, donc c'est les tirs de champ. Attention, ça ne veut pas forcément dire que les tirs à mi-distance ou que les tirs à 3 points. S'il y a un renversement vers vous, vous récupérez la base, vous faites feinte, dribble de décalage et lay-up, ça va être considéré comme un spot-up. Okay, classé 18e sur 30 sur les spot-up,
classé moyen, il y a un sujet là-dessus. Il y a un sujet là-dessus. Et l'un des principaux problèmes de cette équipe des Sixers sur les spot up, c'est Joel Embiid. C'est Joel Embiid. Et attention, première digression de la vidéo. Il va y en avoir plusieurs. Première digression de la vidéo. Parce que voyez, mis à part Embiid qui est à 0,98 points par possession sur les spot-up classés moyens, les autres s'en sortent pas trop mal. Redick était top, Butler était top, Mike Scott était top, Shamet à l'époque où il était là était top, Harris s'en sortait aussi vraiment pas mal. Il y avait de l'efficacité, évidemment, on compte pas sur Simmons pour les spot-up, il en fait d'ailleurs très très peu, mais le plus gros utilisateur de tir de champ, c'est Embiid, et pas de bol pour l'équipe des Sixers, c'est l'un des joueurs les moins efficaces de l'équipe. Et là, je vous le disais, première digression, parce qu'il y a pour moi un paradoxe Joel Embiid qu'il faut absolument que les Sixers corrigent, et que lui, en individualité, corrige, c'est je fais 2m15, 120 kg, j'ai un incroyable assemblage de taille, puissance, vitesse, mobilité, technicité, et au lieu de faire jouer tout ça dans la raquette pour aller chercher des fautes, chercher des points à haut pourcentage en dessous, je tire à mi-distance, je tire à 3 points, c'est une hérésie. C'est une hérésie totale, c'est une sous-utilisation de potentiel qui, moi, m'attriste. Quand j'ai vu les Sixers en playoff complètement se décomposer face aux Raptors et voir Embiid tenter des pull-ups à 3 points, la basketologie était piétinée. J'étais en PLS. J'étais en PLS devant mon écran, et regardez ce que je vous dis, ça se matérialise complètement dans les stats. On a un Embiid qui est à 48% au tir, 51% au tir pondéré, c'est-à-dire la moyenne des tirs à 2 points et 3 points. À titre d'information, ce 51% au tir pondéré pour un intérieur, ça vous place 73e sur 100. Vous prenez tous les pivots de la NBA, il y en a 100 tout pile. Et bien Embiid avec ce pourcentage-là est 73e sur 100, à égalité avec Joakim Noah. Quand vous vous dites que Embiid a le même niveau d'efficacité au tir en attaque qu'un Joakim Noah la saison passée, vous comprenez un petit peu dans quel bourbier il est enlisé, et il enlise les Sixers. Parce que certes, quand il va tenter des paniers tout près du cercle, à 2-3 mètres du panier, à moins de 2-3 mètres du cercle, il est à 61% de réussite. Et là, effectivement, on a le Embiid en percussion, on a le Embiid en efficacité. Par contre, ça ne représente que 50% de son total de tirs tentés. Le reste, eh bien, c'est du catch and shoot où je suis à 30% à 3 points, et c'est du pull-up où je suis à 27% à 3 points et 37% à 2 points. C'est la recette parfaite de l'inefficacité. Et regardez la shooting chart, elle est suffisamment explicite pour que vous compreniez. Dès lors que je suis tout près du cercle, je suis inarrêtable, je suis une machine de guerre, je suis un Shaq O'Neal. Par contre, toutes les fois où je m'écarte sur des 2 points longs et sur des 3 points, eh bien, je suis dans l'inefficacité la plus totale. Et comme le dit Jalen Rose, there is a reason why you're open. Il y a une raison pour laquelle tu te retrouves tout seul à 3 points, c'est que la défense, elle te les laisse, les 3 points, Joël. La défense, elle te les laisse, et regardez, sur les tirs à 3 points, ouverts ou complètement ouverts, il est à 29 et 30%. Donc on n'a pas un Joel Embiid qui est maladroit parce qu'il force, parce qu'il tente de tirer au-dessus de défenseurs. On a un Joel Embiid qui est structurellement maladroit. Et à choisir, je suis le coach qui affronte, le coach de l'équipe qui affronte les Sixers, à choisir entre me prendre un panier dans la raquette à 60%, plus le risque de faire faute et de l'envoyer sur les lancers ou de prendre un 2+1, à choisir entre ça et lui laisser 3 mètres pour qu'il tente un 3 points où il est à 30%, je ne réfléchis même pas une demi-seconde, c'est une évidence. Vous échangez d'un côté 60% au tir réel avec 45% de l'autre côté, c'est un no-brainer. Il n'y a aucune hésitation à avoir, et tous ces tirs à 3 points à 30%, ils entendent 4 par match, ils n'ont pour moi absolument pas lieu d'être. Il faut aller chercher des points en dessous, aller chercher des points en force, en technicité sur les post-up. Sinon, eh bien, on va avoir un Embiid qui va continuer à arroser, qui va continuer à tomber un petit peu dans la facilité de « ok, je m'écarte, on monte pas sur moi, je prends le tir », mais c'est là où il faut se faire violence. Et c'est là où la réponse, elle est collective. Elle est collective
en allant replacer Embiid dans la raquette, en faisant recirculer la balle, en le resservant au poste bas. S'il y a prise à deux sur lui, je propose des solutions de passe, etc. Il n'y a pas de réponse individuelle à cette problématique, il y a une réponse collective, mais très clairement là, il y a une aberration. Très clairement, il y a une aberration. Quand vous êtes à ce point, quelque part, un mutant de la NBA avec vos qualités physiques, votre technicité, votre mobilité, vous ne pouvez pas tomber dans le piège du tir ouvert. Les tirs sont laissés ouverts justement parce qu'il est maladroit. Et après, c'est le cercle quelque part vicieux, c'est-à-dire que plus il est maladroit, plus on le laisse ouvert, plus il est invité à tirer, et plus il remanque ses tirs, etc. etc. Et c'est là où il faut se faire violence. C'est là où il y a un travail de recoaching, de rééquilibrage à faire pour que le petit tir à 3 points laissé tout seul, ok, il continue à exister, mais on en tente un par match. On en tente un par match pour rappeler à la défense, attention, je peux tirer à 3 points, sortez sur moi. Et en retravaillant un petit peu l'adresse, on monte à 35-36%. Et là, il y a un vrai apport. Et là, on contribue à quelque chose pour son équipe. Et tout le reste des points, on va les chercher en dessous. On va les chercher en efficacité dans la raquette, en domination dans une NBA qui est dans le small ball. Un intérieur qu'un Embiid ne peut pas exister dans 50% des cas à plus de 5 mètres du cercle. Ça n'a juste absolument aucun sens. Fin de la première digression. Et si vous le voulez bien, on rebascule maintenant sur l'attaque des Sixers. Et deuxième sujet sur l'attaque de cette équipe de Philadelphie, c'est la transition. C'est la transition où on a seulement le 22e rendement de la NBA. Et là, il y a vraiment un sujet, parce que quand vous pensez Sixers la saison passée, vous pensez Butler, Harris, Simmons, Embiid, des mutants en qualité athlétique, des mutants en qualité de finition. Et pourtant, ces Sixers n'ont pas été bons en transition. Et la transition, n'oubliez jamais, la contre-attaque, c'est toujours l'opportunité d'aller chercher des points faciles à haut pourcentage en 3 contre 2, en 3 contre 1, en 2 contre 1, en supériorité numérique. Donc ce sont des séquences ultra importantes dès lors que vous voulez être efficace en attaque. Et la problématique Sixers, c'est qu'aucun des joueurs la saison passée qui était le joueur qui monte la balle sur la transition, le porteur de balle sur les contre-attaques, aucun de ces joueurs n'avait un rendement, ne serait-ce que moyen par rapport à la moyenne NBA. Tous les porteurs de balle des Sixers ont des rendements qui sont très 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 inférieurs à la moyenne, et on retrouve ce cercle vicieux des ballons perdus, on retrouve ces passes envoyées dans les gradins qui pénalisent l'attaque des Sixers, et c'est plus que jamais vrai en transition. Et là évidemment il y a un sujet, et là évidemment il y a une problématique, parce qu'il faut quelqu'un de sûr qui, quand il va pousser la balle, peut être un danger lui-même en fixant, mais peut aussi être en capacité d'aller donner des bonnes passes décisives aux coéquipiers pour que ses coéquipiers puissent sanctionner. On retrouve la problématique Simmons, on en avait déjà parlé, mais dans 80% des séquences la saison passée sur la transition, il est le porteur de balle, et quand il est porteur de balle, eh bien, son pourcentage de réussite, et quand il va pour lui-même, quand il va en lay-up pour lui-même, est à 57%, ce qui est correct sur de la contre-attaque sans être excellent. La problématique, c'est les pertes de balles. Les 26% de pertes de balles ont complètement tué les Sixers. Et à contrario, quand c'est pas lui le porteur de balle et qui finit, regardez les pourcentages de réussite, ça n'a absolument rien à voir, on est à des 80%. Donc là, il y avait une vraie problématique de porteur de balle sur la contre-attaque. Et ce qui était intéressant la saison passée, c'est que la présence de Jimmy Butler permettait d'avoir un joueur en substitution à Simmons pour être le porteur de balle sur la contre-attaque. Et ça s'est vu sur les playoffs. Les Sixers en playoff en transition, ils sont allés chercher de l'efficacité. C'est pas flagrant, hein. On était à si je reprends, on était à 1,07. On est allé chercher du 1,12. C'est pas flagrant, mais c'est une recherche de l'efficacité. Et cette recherche de l'efficacité, elle s'est faite notamment parce que Simmons a eu un petit peu moins le ballon entre les mains en contre-attaque, et à contrario, Jimmy Butler l'a eu davantage. On a vu beaucoup de séquences sous stop défensif des Sixers, et on allait donner à Jimmy Butler, et c'est lui qui faisait la montée de balle. Et dans les séquences où Butler a fait la montée de balle, c'est ce que vous avez là-haut,
Le tableau du haut, c'est Jimmy Butler. Regardez en ball handler, en porteur de balle, 50% du temps sur les séquences de transition qui impliquaient Jimmy Butler, c'était lui le porteur de balle, et il avait un indice d'efficacité classé comme excellent à 1,5 points par possession, là où Simmons est resté dans des niveaux d'efficacité qui sont moyens, mais on est passé de 80% à 66%. Donc il a eu moins le ballon en main. Résultat, les Sixers ont été un petit peu moins pénalisés par ces pertes de balles et ont été plus efficaces en transition. Et là, il y avait un schéma qui était intéressant. Et c'est là où le départ de Jimmy Butler peut être une problématique, c'est que on va replacer les Sixers dans des scénarios où c'est principalement Ben Simmons qui a le ballon dans les mains, et s'il ne fait pas évoluer un petit peu son QI basket, ses qualités de passe, on risque d'avoir les mêmes problèmes d'efficacité. C'est là où je voulais en venir. Ça, c'était la deuxième digression autour de cette analyse de l'attaque des Sixers. Et puis aussi la présence de Jimmy Butler avait permis quelque chose de très 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 intéressant dans cette équipe des Sixers. Elle avait permis d'avoir un joueur qui pouvait être un autre playmaker en attaque aux côtés de Ben Simmons, chose qui dans la configuration précédente des Sixers, où il y avait Simmons, Redick, Covington, Saric et Embiid par exemple, chose qu'on n'avait pas, où le seul playmaker sur le terrain c'était Ben Simmons. Là, l'arrivée de Jimmy Butler permettait d'avoir un autre playmaker, et par exemple sur le pick and roll, ça a été également flagrant au même titre que sur la transition, puisque en playoff, alors qu'on avait sur la saison régulière un Butler à 22% d'usage sur le pick and roll, on est monté à 37. On a déchargé un petit peu Simmons de séquence de pick and roll. Vous voyez qu'il était à 16, il est passé à 11, séquence où on est en porteur de balle. Et ce déchargement de Simmons qui a été amené à exister un petit peu plus sans ballon, lui a permis d'aller chercher des paniers à plus haut pourcentage. Parce que Simmons livré à lui-même, entre guillemets, eh bien, il n'a pas de capacité à faire sortir sur lui son défenseur, donc il est obligé de redoubler un petit peu de talent de génie pour le déborder en vitesse, pour finir fort en dessous. Et la présence de Jimmy Butler permettait d'avoir une solution collective pour gommer les problématiques d'attaque de Ben Simmons, et pour le faire se placer dans des situations où il allait trouver le panier clé en main, le panier à haut pourcentage en dessous. Et regardez sur la saison passée, 2017-2018, en gros, 34% des paniers de Simmons généraient une passe décisive à un coéquipier, et 66% n'en généraient pas, 34-66. Sur la saison passée, on est passé à 43-56. Donc on est allé marquer, quand on était Ben Simmons sur le terrain la saison passée, on est allé marquer à 10 points de pourcentage de plus en générant une passe décisive à un coéquipier que la saison passée. Donc on est allé exister plus dans le collectif en 2019 qu'en 2018, et ça a permis à Simmons d'aller tenter 100 tirs de plus, tout près du cercle. Il en tentait 998, vous avez vu la saison passée, 960, il y a 2 ans, pardon, 960 la saison passée, donc il a tenté quasiment le même volume de tirs. Et bien en 2018-2019, quand vous regardez la répartition des tirs, il en a tenté 100 de plus, tout près du cercle. Donc les tirs à 3-4 mètres, où il était un peu repoussé, où il était obligé de jouer l'isolation, un peu livré à lui-même pour aller se trouver son panier, ces tirs-là ont disparu au profit de tirs tentés en dessous, de tirs sur des paniers clés en main, parce qu'il y avait un coéquipier qui s'appelait Jimmy Butler ou qui s'appelait Tobias Harris, qui pouvait fixer et qui pouvait l'ouvrir dans des situations de backdoor, dans des cuts et dans plein de scénarios comme ça collectifs. Et cette tendance-là, vous la retrouvez complètement sur les play types de Ben Simmons, sur la répartition des composantes d'attaque, puisqu'en 2018, regardez, en gros, Simmons, c'est 30% de pick and roll, 19% de transition et 9% de cut, pour faire simple, et 9% d'isolation. L'année précédente, la transition, on est passé à 26%. Vous voyez que le pick and roll porteur de balle a énormément chuté. On a beaucoup moins utilisé Simmons sur du pick and roll porteur de balle, mais à contrario, on l'a beaucoup plus utilisé sur des cuts, sur des backdoors. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que des cuts, ce sont des séquences à 1,30 points par possession, des séquences ultra rémunératrices dans le basket.
Et quand vous échangez du pick and roll à 0,81 points par possession pour des séquences à 1,30 points par possession, évidemment que vous êtes en maximisation de qualité d'attaque et évidemment que ça va être profitable pour le rendement offensif de votre équipe et pour le rendement, pour l'impact offensif ramené à l'individu de Ben Simmons. Et ça, c'est vraiment très 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 intéressant. Et pourquoi je soulève ce point-là? Parce qu'avec la disparition de l'équipe de Jimmy Butler, ma crainte c'est qu'il manque ce deuxième playmaker dans le dispositif Sixers pour permettre à Simmons d'exister un petit peu sans ballon, pour permettre à Simmons d'exister un petit peu sur des backdoors, sur des cuts. La réponse au jeu de Ben Simmons, la réponse au fait qu'il ne tire pas à 3 points, qu'il ne tire pas à mi-distance, ne peut être que collective. Il faut qu'il soit collectivement placé dans des situations où il va pouvoir aller chercher des backdoors, où il va pouvoir aller chercher des lay-ups. Ça peut passer par Al Horford, qui est un très bon passeur avec des séquences où on fait monter les intérieurs, il y a des hand-offs, il y a des backdoors. Ça peut passer par Al Horford, ça peut passer par Josh Richardson, qui a des qualités de playmaking qui sont intéressantes. On y reviendra après. Mais il faut que les Sixers trouvent une deuxième arme, un deuxième joueur en playmaking en attaque pour décharger un petit peu Simmons. Pour qu'il puisse lui se concentrer un petit peu sur ses qualités de finition, qu'il puisse un petit peu plus se concentrer sur ses capacités de dextérité, de rigueur balle en main. Donc il y a un sujet, il y a aussi là un sujet qu'il faudra surveiller de très très près. Donc, on vient de le voir la saison passée, l'attaque des Sixers, intéressante avec des pourcentages de réussite, notamment dans la raquette et à 3 points qui sont tout à fait corrects, des problématiques sur le jeu rapide en transition, des problématiques d'adresse sur les tirs de champ, notamment avec le paradoxe Embiid. Donc, il y a des sujets d'amélioration, les points sont vraiment identifiés. Je vous propose qu'on fasse la même lecture et qu'on ait les mêmes grilles d'analyse pour la défense des Sixers qui, on l'a vu la saison passée, a régressé par rapport aux qualités qu'on avait pu trouver en 2018. En fait, côté Sixers, on a été échangé un petit peu de qualité de défense pour aller trouver des qualités d'attaque, mais c'est un perdu pour un gagné ou un gagné pour un perdu, et au final, l'équipe n'a pas progressé. Il y a eu une dynamique intéressante, mais on est arrivé là maintenant dans une forme de stagnation. Et effectivement, la défense, la saison passée, a été un sujet. Et c'est très clairement un point sur lequel les Sixers doivent retrouver des couleurs, doivent s'améliorer. Parce qu'une bonne défense vous permettra toujours de générer une bonne attaque pour peu que les Sixers gomment les petites problématiques de transition. Et sur effectivement les scénarios que les Sixers rencontraient le plus souvent la saison passée, eh bien, il y avait la défense du pick and roll où l'équipe était pas top, l'équipe était moyenne, et d'une manière générale, il y avait des séquences de défense des isolations, des cuts et du post-up, bref, des séquences où on a un joueur comme ça qui est un petit peu lancé, qui était problématique. À contrario, on s'en sortait bien sur la transition et sur la contestation des tirs, mais sur le pick and roll, qui est quand même la séquence la plus utilisée dans le basket NBA, il y avait un sujet. Donc la défense des Sixers doit se remobiliser là-dessus. Et quels étaient les artisans de cette défense moyenne des Sixers sur le pick and roll? Eh bien, on retrouvait Butler, on retrouvait Shamet et Chandler du temps où ils étaient porteurs du maillot des Sixers de la saison passée. Et on retrouvait Harris. Alors souvenez-vous, quand les Sixers ont récupéré Jimmy Butler contre Covington et Saric, mais dans la transposition c'était contre Covington, je vous ai dit attention, ça fait bien longtemps que Jimmy Butler n'est plus le défenseur élite qu'il a été et qu'on nous a vendu pendant des années. Et ça s'est complètement matérialisé finalement dans la défense du pick and roll où Jimmy Butler a été catastrophique. Pourquoi il n'est plus un défenseur élite? Parce qu'il est plus aussi concentré, il est plus aussi mobilisé sur la défense maintenant qu'il est entre guillemets une star de la ligue. Il n'y a que les points marqués qui m'intéressent, je lâche un peu du lest en défense, et ça s'est vu avec un Butler qui se laissait déborder, qui faisait des gros gambles en cherchant l'interception et qui se mettait hors de position, et quelque part ça a tué la défense des Sixers, qui était pourtant
Une bonne défense du pick and roll, il y a 2 ans, ça a complètement tué cette défense. Et puis, idem pour l'autre recrue de la saison passée, Tobias Harris, qui s'est avéré être un défenseur relativement moyen sur ces séquences de pick and roll. Et là, troisième digression à propos de Tobias Harris. Est-ce qu'on n'aurait pas un Tobias Harris complètement fâché avec la défense parce que dans son passage du côté des Sixers la saison passée, qui certes n'a pas été très long, hein, 20-25 matchs, mais durant ces 20-25 matchs du côté des Sixers, on a vu un Harris dans toutes ces séquences défensives relativement moyen, voire mauvais. Sur la contestation des tirs, regardez, il est en indice 7, sur 100. Sur le pick and roll, on vient de l'évoquer, il a été moyen. Sur la défense des isolations, il a été moyen, voire médiocre. Il s'en est sorti un petit peu mieux sur les séquences de défense des off-screen et des hand-off, mais là aussi il y a un sujet. Sur Harris, parce que la saison prochaine, eh bien, avec l'arrivée de Horford, on va avoir un Harris qui va se retrouver décalé sur le poste de small forward, qui va donc être beaucoup plus exposé à des séquences où il doit défendre le pick and roll, où il doit défendre les isolations, où il doit faire l'essuie-glace pour sortir contester les tirs. Et au vu de l'exercice précédent, on ne peut pas dire qu'il nous a convaincus dans ce registre-là. Et quand on regarde les séquences où Harris a mal défendu, où l'adversaire a sanctionné, c'est souvent des séquences où il n'est pas concentré, c'est pas une posture défensive de je verrouille la raquette au détriment des tirs extérieurs, c'est des séquences où je perds mon joueur de vue, où je fais pas attention, je viens trop aider et je mets trop de temps pour venir sur le close-out, et ça c'est problématique. Et là, il y a un sujet défensif avec Tobias Harris qu'il va falloir surveiller de près. Et puis à contrario, on va encore aller plus loin dans la digression. Tobias Harris, ses qualités de défense ont été suspectes la saison passée, ses qualités d'attaque dans son passage aux Sixers, c'était 27 matchs, ses qualités d'attaque ont aussi été contrastées. On attendait un Harris qui arrive à 40% à 3 points sur les catch and shoot, la saison passée dans son passage Sixers, 32%. Il finit à 27% sur les pull-ups à 3 points. Il a été très bon dans les séquences où il fallait finir fort au cercle, 60%, ça les Sixers bien entendu vont apprécier. Mais dans toutes les autres séquences de jeu extérieur, on a eu un rendement de Harris beaucoup plus contrasté. Et là où évidemment ça devient problématique, c'est que Harris devient le joueur le mieux payé des Sixers. Suite à son contrat signé pendant l'été. Et si on a d'un côté un joueur qui n'est pas solide en défense et qui a un apport offensif en demi-teinte, eh bien, est-ce qu'on n'a pas investi sur le mauvais canasson ? Est-ce qu'on n'est pas en train de mettre tous nos dollars sur un joueur qui peut-être pas suffisamment contribuer pour être légitime dans un contrat max? On n'a pas vu beaucoup de choses, on n'a vu que 27 matchs d'un joueur qui arrive en cours de saison, donc évidemment qu'on va nuancer, mais si on se base sur le concret, on vient de voir une défense plus que moyenne, on vient de voir une attaque en agressivité vers le cercle intéressante, mais dès lors qu'on a cherché à exister loin du cercle, ça a été compliqué, et les Sixers, ils ont besoin de spacing, ils ont besoin d'écarter, pour que Embiid fasse de la magie dans la raquette, pour que Simmons puisse pénétrer, ils ont besoin de joueurs en capacité de sanctionner à 3 points, sinon on va avoir un spacing compliqué, et quand on regarde effectivement le simple rating de Harris la saison passée, eh bien il n'arrive qu'en 6e position des différents impacts des joueurs des Sixers sur l'exercice 2018-2019, et il y a une stat qui est aussi relativement criarde, c'est que quand il était sur le terrain côté Sixers la saison passée, il a joué 929 minutes, les Sixers ont été à 114 points pour 100 possessions marquées, mais 113 points pour 100 possessions encaissées, alors que quand il n'était pas sur le terrain, donc ça a représenté beaucoup de temps parce qu'il est arrivé en cours de saison, et puis les moments où il était sur le banc, en fait quand il n'était pas là, les Sixers ils s'en sortaient très bien. Le niveau d'attaque était le même et on avait une bien meilleure défense. Donc on retrouve effectivement dans ces stats avancées là l'indicateur d'un Harris, attention, qui pénalise la défense
des Sixers, et les Sixers, ils ont besoin de retrouver une défense impactante, une défense efficace. Donc là, il y a un sujet, et si vous comparez par exemple à ce que Jimmy Butler a apporté à l'équipe, et vous comprenez tout de suite la mesure. Quand Jimmy Butler était sur le terrain, on était à 117 points marqués pour 100 possessions, 110 encaissés, et dès qu'il n'était pas là, on était à 111, 111. Donc Jimmy Butler sur le terrain, il y avait un vrai impact pour les Sixers. Tobias Harris sur le terrain, impact qu'on n'a pas forcément vu la saison passée. Donc là, il y a quelque chose à suivre de très très près, parce que les Sixers, ils ont filé le max à Harris. Donc il faut qu'il y ait un retour sur investissement, parce que la problématique, on en a évoqué, c'est que Harris, il va se retrouver aux côtés de Horford et Embiid, donc il va se retrouver décalé en 3, décalé en small forward, même si pour moi il n'y a plus de poste dans la NBA, il y a même plus d'histoire de meneur, ailier, pivot, il y a maintenant plus que pour moi 2 postes, c'est est-ce que je joue face au cercle ou est-ce que je joue dos au cercle, ça se résume à ça. Mais toujours est-il que pour schématiser, on va avoir un Harris qui se retrouve en 3, qui se retrouve en small forward, donc qui va devoir défendre sur les small forward adverses. Et défendre sur les small forward adverses, ça veut dire je vais devoir défendre sur Kawhi, je vais devoir défendre sur Paul George, je vais devoir défendre sur LeBron, je vais devoir défendre sur DeRozan, je vais devoir défendre sur tous ces ailiers ultra athlétiques mutants qui pullulent dans la NBA, sur Tatum, sur éventuellement Giannis. Et comme on l'a vu précédemment, dans toutes les séquences de défense de Harris sur des arrières ailiers, sur des extérieurs, donc c'est quoi? C'est du pick and roll, c'est des spot-up, c'est de l'isolation. Dans toutes ces séquences-là, eh bien il est en difficulté en défense. Donc est-ce qu'il ne va pas y avoir une brèche dans la défense des Sixers? Est-ce que les attaques adverses vont pas cibler Harris justement pour affaiblir un petit peu cette équipe des Sixers? Là, il y a un sujet. Là, il y a quelque chose qu'il faut vraiment suivre de près, parce que Harris risque d'être exposé, et à contrario, risque d'exposer les Sixers dans ces compartiments-là. Et puis, il y a un autre sujet qu'il faut avoir en tête quand on pense à la défense des Sixers, alors que pourtant, le pourcentage de réussite des adversaires des Sixers dans la raquette est assez bas, et même l'un des plus faibles de la NBA. Il y a pourtant, quand on regarde les play types, effectivement, il y a pourtant défensivement des petites failles, notamment dans les séquences qui lancent des joueurs vers le cercle. On pense au post-up, on pense au cut. On a une équipe des Sixers qui est un petit peu affaiblie là-dedans. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un sujet de protection de la raquette? J'aurais envie de dire non, parce que je viens de vous le dire, le pourcentage de réussite des adversaires est quand même relativement bas. Donc c'est que la raquette est bien verrouillée, mais il y a quand même de temps en temps par séquence des moments où voilà, sur les post-ups, sur les cuts, on va laisser des paniers, notamment sur les cuts, donc sur les backdoors, des paniers faciles aux adversaires. La bonne nouvelle, c'est que des Sixers qui sont en mode reconstruction de notre défense, eh bien, vont enregistrer l'arrivée de Al Horford, qui est un formidable défenseur polyvalent, un intérieur, mais qui a la capacité, si ça change, de se retrouver à défendre sur des extérieurs. Souvenez-vous de Al Horford qui défend sur Giannis Antetokounmpo, qui défend sur LeBron, qui se retrouvait à switcher sur des extérieurs sans forcément être misérable dans la contestation des adversaires directs. Et effectivement, on retrouve un défenseur polyvalent qui peut très bien défendre sur le pick and roll, qui peut très bien défendre sur les tirs de champ, qui peut contester sur de l'isolation, et qui peut s'en sortir dans un registre d'intérieur classique. Dès lors qu'il faut défendre le poste, on s'en sort moyennement, et dès lors qu'il faut défendre sur le pick and roll, plus les qualités, mais ça représente très peu de possession, de contestation sur des sorties d'écran. Donc on a un défenseur polyvalent, on a un couteau suisse de la défense qui peut intervenir dans toutes les situations. Et les Sixers qui sont en recherche d'amélioration de la défense, c'est parfait. C'est vraiment un joueur qui est très 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 intéressant d'intégrer, et c'est d'autant plus intéressant que Al Horford ne s'est jamais autant plus éclaté la saison dernière que quand il était amené à jouer sur le poste 4, qu'il était amené à jouer power forward. Ça n'a pas représenté énormément de temps la saison passée.
puisque en gros 10% du temps de Al Horford a été joué sur le poste d'ailier fort la saison passée, mais quand il a été ailier fort, eh bien regardez le différentiel de production sur le terrain par rapport aux adversaires directs, il est absolument flagrant, il est absolument mutanesque. Donc Al Horford en ailier fort, il est complètement maximisé, c'est là où il peut le plus s'éclater, parce qu'il va pouvoir apporter des capacités de finir fort au cercle, sur des cuts, sur des drives, sur des séquences au poste bas, plus des capacités de pick and pop. Je pose un écran, je m'écarte et j'ouvre. Ou je reste dans les coins, ça drive, un Simmons qui drive et on ressort sur moi avec un Al Horford qui a la double carte, la double polyvalence de et je peux sanctionner à 65% sur les tirs tentés tout près du cercle et je peux sanctionner à 36% à 3 points sur des catch and shoot. Donc on a une vraie capacité à recherche d'efficacité sur les deux séquences à haut pourcentage, les 3 points et les paniers tentés en dessous du cercle. Et ça c'est super intéressant évidemment, c'est super intéressant pour les Sixers d'avoir un joueur qui a cette double casquette, qui a cette polyvalence-là, avec évidemment, on imagine très bien des fixations de Simmons, et on retrouve un Al Horford qui est laissé dans le coin à l'opposé, exactement quelque part comme la saison passée aux Celtics, quand il y avait ensemble sur le terrain Baines et Al Horford. On peut très bien imaginer que ces mêmes séquences vont se décliner avec Embiid et Al Horford, d'autant que sur la structure placée mi-terrain, le jeu des Celtics la saison passée ressemble beaucoup quelque part au jeu des Sixers. Donc la transposition et l'adaptation de Al Horford dans le jeu Sixers peut être très rapide. Donc ça va être vraiment très intéressant, cette double casquette et cette double efficacité extérieure et intérieure que peut apporter Al Horford, avec sur les play types d'attaque très belle efficacité avec un 10-63 sur le pick and roll, un 10-76 sur les tirs de champ, ça peut poster, ça peut couper en efficacité, bref, au même titre qu'on a un défenseur polyvalent, on a un attaquant qui est hyper polyvalent. Al Horford est pour moi, je vous en ai déjà parlé plein de fois, l'un des joueurs les plus sous-estimés de la NBA. Je pense que les Celtics vont apprendre à leurs dépens à quel point avoir perdu Al Horford va être préjudiciable pour le rendement de l'équipe. Et à contrario, les Sixers sont quelque part très contents de l'accueillir. Mais il y a toujours un mais. Avec moi, vous savez qu'il y a toujours un mais. Sinon, c'est pas drôle. Mais maintenant, la question côté Sixers, parce qu'on a vu qu'intrinsèquement, Al Horford était très intéressant. La question, c'est comment faire cohabiter ces trois joueurs-là. Parce que avec ces trois-là ensemble sur le terrain, commence à y avoir des problématiques de spacing. C'est pour ça que ces Sixers m'intriguaient beaucoup, avec leurs 5 majeurs de très grande taille, et c'est pour ça que quelque part j'avais du mal à me projeter cette équipe des Sixers, parce que j'ai du mal à m'imaginer en fait comment en jeu placé ces Sixers vont pouvoir évoluer ensemble. Parce que en fait, vous avez 3 joueurs qui sont maximisés dans leur rendement offensif, qui sont maximisés dans leur efficacité en attaque, dès lors qu'ils sont tout près du cercle, dès lors qu'ils vont finir fort dans la raquette. Sauf que, comment vous allez pouvoir suffisamment ouvrir la raquette pour que les 3 puissent, quand ils sont ensemble sur le terrain, y trouver leur compte? C'est là où ça devient compliqué, c'est là où ça peut être un casse-tête. Évidemment, le premier schéma qu'on a en tête, c'est Embiid qui fixe au poste bas, c'est Simmons qui fait la montée de balle qui est dans l'axe panier-panier, et c'est Horford qui attend dans le coin. Et là, vous avez une raquette étirée. Mais est-ce que c'est pas dommage d'avoir un Horford qu'on cantonne à exister au-delà de la ligne à 3 points? Est-ce que c'est pas dommage de le limiter dans ce registre-là? Est-ce que c'est pas le couper finalement de nombreux paniers à haut pourcentage qu'il pourrait aller chercher en essayant de se rapprocher du cercle? Et ces 3-là sont interchangeables. On peut très bien imaginer que Horford ou Embiid fassent la montée de balle et que ça soit Simmons après, dans une autre séquence, qui soit le joueur au poste bas. Les 3 sont interchangeables, mais quoi qu'il arrive, vous aurez forcément à chaque fois en même temps un qui sera dans la raquette et les 2 autres qui seront au-delà de la ligne à 3 points. Là où c'est quelque part embêtant, c'est que
Les deux qu'on veut pas voir au-delà de la ligne à 3 points sont Simmons et Embiid. Simmons, parce qu'il n'est aucun danger, il ne représente aucun danger au-delà de la ligne à 3 points, et parce que Embiid, on veut le voir arrêter de tirer à 3 points. Donc, le scénario où Horford est celui qui est dans la raquette est un scénario qui sera assez peu probable, parce que là, vous n'avez aucun spacing, et dès lors que les Sixers lancent cette séquence, les défenseurs de Simmons et Embiid lâchent complètement leurs joueurs et viennent doubler dans la raquette. Et Horford est neutralisé. C'est là où je vous dis, pour moi, ça peut être un casse-tête, parce qu'on va avoir un Horford peut-être un peu privé de séquences d'attaque près du cercle, qui étaient, on a vu ses pourcentages, des séquences où il allait vraiment chercher de l'efficacité. Et c'est là où ça va peut-être être un petit peu dommage d'avoir un Horford qui va passer beaucoup plus de temps au-delà de la ligne à 3 points dès lors qu'il sera avec Simmons et Embiid sur le terrain. On peut aussi imaginer ces séquences-là, avec les deux intérieurs dans les coins, avec des boulevards qui sont laissés pour Simmons pour qu'il puisse fixer, mais c'est toujours la même chose. On se retrouve avec un Horford au-delà de la ligne à 3 points et un Embiid loin du cercle, ce qu'on ne veut pas voir. On peut aussi imaginer des petites séquences en horns avec Horford et Embiid qui sont au poste haut. Il y a un double écran où on choisit un côté et puis après il y en a un qui éclate au cercle, un qui s'écarte. Tout est possible. On peut très bien aussi avoir un Embiid qui est là et on a un backdoor de Horford. Toutes ces séquences sont envisageables, mais c'est peut-être pas aussi simple qu'il n'y paraît. C'est peut-être pas aussi simple qu'il n'y paraît que de vouloir faire cohabiter ces trois-là en même temps. Et là, il y a un sujet qu'il faudra suivre de près. Il y a un sujet qu'il faudra suivre de près parce que il n'y aura pas assez de place dans la raquette pour ces trois-là. Donc il y en aura forcément un qui va être sacrifié et laissé à 3 points. Évidemment qu'à choisir, on mettra Horford au-delà de la ligne à 3 points, mais est-ce qu'on ne va pas faire baisser son efficacité en le laissant camper au-delà de la ligne à 3 points pour permettre à Embiid et Simmons d'exister plus près du cercle? Il y a un sujet. Ça va être quelque chose qu'il faudra suivre vraiment de très très près. Et après l'arrivée de Horford, la grosse recrue de l'intersaison pour les Sixers, il y a une autre arrivée qu'il faut suivre de très très près et qui paradoxalement pour moi est l'arrivée la plus importante de cette équipe des Sixers. C'est paradoxalement le joueur du 5 le moins médiatisé, mais c'est celui qui va être le plus important pour le potentiel, le succès ou non la saison prochaine de cette équipe des Sixers. Vous aurez bien entendu compris que je parle de Josh Richardson, parce qu'avec le départ de Jimmy Butler, avec le départ de JJ Redick, avec le départ de McConnell, avec quelque part un affaiblissement du backcourt des Sixers, les Sixers ont besoin d'avoir un Josh Richardson qui arrive le plus impactant et le plus efficace possible. Ils ont besoin du Josh Richardson qui sanctionne à 3 points, du Josh Richardson qui permet d'étirer l'attaque. Et la saison passée, effectivement, Richardson était tout à fait intéressant, avec un 38% à 3 points sur les catch and shoot. C'est le Richardson que les Sixers veulent voir à l'heure. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, parce que avec la raquette, on vient d'en parler juste avant, un petit peu congestionnée, on a besoin de joueurs qui peuvent exister au-delà de la ligne à 3 points pour étirer tout ça. Donc, Sixers, on a besoin du Richardson qui sanctionne, du finisseur, du joueur qui sanctionne à 3 points. Les Sixers ont aussi besoin du Richardson playmaker, du Richardson qui peut soulager Simmons du ballon et qui peut être celui qui crée en attaque. En playmaking sur le pick and roll, et c'est quelque chose qu'il faisait la saison passée à des niveaux d'efficacité qui sont tout à fait corrects. Le Richardson aussi qui existe en porteur de balle sur la transition. C'est moi qui pousse. Et peut-être qu'un petit peu plus souvent, c'est Simmons qui finit et Richardson qui pousse, qui est le joueur qui est à la montée de balle. Ils ont besoin du Richardson en playmaking. Et la saison passée sur le pick and roll, vous voyez que, en gros, dans 50% des cas, Richardson, il ne jouait pas le pick and roll pour lui quand il était porteur de balle. Il le jouait pour servir un coéquipier. En gros, 55% du temps je joue pour moi, 45% j'allais chercher la passe. Et quand il allait chercher la passe, eh bien, le rendement de son équipe était excellent. Donc on avait un bon playmaker sur le pick and roll. Quand on allait retrouver des joueurs en qualité de spot-up, de tir de chance sur le pick and roll, on était en excellence.
c'était à Miami. Il faut que ça soit la même chose du côté des Sixers, avec des séquences de pick and roll Richardson, Embiid, pourquoi pas, et on va éclater sur Harris, et on va éclater sur Horford, et on va trouver Simmons qui coupe un cut avec Simmons à l'opposé. On a besoin de Richardson qui existe en attaque côté Sixers dans ce registre-là. Ça, c'est indispensable. En fait, on a complètement besoin d'un Richardson qui enfile la chaussure gauche de Jimmy Butler et la chaussure droite de JJ Redick. Et ça fait déjà beaucoup. Si on se cantonne rien qu'à ça, ça fait déjà beaucoup, avec les capacités de playmaking que Butler a apporté à cette équipe et les capacités de sanction sur des hand-offs, sur des sorties d'écran, sur des catch and shoot, des renversements, les capacités de sanctionner à 3 points de Josh Richardson. C'est déjà pas mince, c'est déjà un sacré fardeau à porter et à assumer. Et c'est pour ça que, quelque part, le niveau réel de l'équipe dépendra de ce que Richardson peut apporter. Au même titre, souvenez-vous qu'en 2007-2008, quand les Celtics récupèrent Garnett et récupèrent Ray Allen, quel était le postulat à l'époque? Les Celtics, ils ont monté une super team. Par contre, ils ont une faiblesse, c'est le poste de meneur. Ils sont faibles sur le poste de meneur. Sur le poste de meneur, c'était qui? C'était Rondo. C'était un certain Rondo que personne ne connaissait. Et c'est finalement l'explosion au grand jour des qualités de Rondo qui ont fait que cette équipe des Celtics, là où on annonçait une faiblesse, eh bien, il n'y en avait pas du tout. Et c'est comme ça que cette équipe des Celtics est devenue championne. Et c'est quelque part la même chose avec Richardson. Il est dans le même postulat, il est dans la même configuration. Donc on l'a vu sur le pick and roll, on l'a vu sur le transition, dans des séquences où il est porteur de balle. Ça arrivait quand même dans 40% des cas du côté du Heat. Il s'en sortait pas trop mal avec un rendement moyen dans la NBA. Donc il peut décharger Simmons de ce fardeau-là. Et quand c'était lui, à contrario, qui finissait, il s'en sortait également très très bien. Et puis, troisième carte sur laquelle on a besoin de Richardson, c'est pour ça que je vous dis que l'avenir des Sixers dépend de Richardson. On a besoin d'un Richardson stopper défensif. Parce qu'avec une ligne arrière Simmons-Richardson, Richardson va se retrouver à devoir défendre tous les meneurs adverses. Donc les Steph Curry, les Damian Lillard, les James Harden, les Chris Paul, tous les meneurs mutants de la NBA, les Jamal Murray, vous prenez tous les meneurs mutants de la NBA, qui va se les farcir en défense? C'est Josh Richardson. Et si on n'a pas effectivement un stopper défensif en capacité d'éteindre les point guard mutants adverses, on va avoir des Sixers qui vont s'exposer. La bonne nouvelle, c'est que Richardson est un défenseur tout à fait correct. Sur le pick and roll notamment, c'est des séquences où il va être beaucoup exposé à défendre sur les meneurs adverses. Il s'en sortait correctement la saison prochaine. Et sur les isolations aussi, des séquences qui va se retrouver à pas mal défendre. Il s'en sortait aussi relativement correctement la saison prochaine. Mais reconnaissez que le fardeau qui attend Richardson est quand même sacrément chargé. Il y a un sacré sacerdoce qui l'attend. Et il doit répondre présent parce que les Sixers ne peuvent pas se passer d'un Richardson qui contribue dans les 3 compartiments qu'on vient d'évoquer. Et puis, au-delà du 5, dont on a beaucoup parlé, et effectivement qui a fait couler beaucoup d'encre, quid aussi de l'apport du banc de ces Sixers 2019-2020, parce que l'intersaison a vu quand même pas mal de joueurs du banc qui étaient tout à fait intéressants partir sur d'autres horizons. On pense à McConnell, on pense à Boban Marjanovic, on pense à Jonathan Simmons. Il y a eu beaucoup de départs et quelque part le banc des Sixers s'est un petit peu affaibli. Quid de l'apport de ces joueurs-là? Évidemment que les Sixers, ils vont beaucoup tirer sur leurs titulaires. Ça n'aura échappé à personne, mais ils ne peuvent pas compter qu'exclusivement évidemment sur leurs titulaires. Une équipe NBA, c'est 12-13 joueurs et en gros 9-10 qui contribuent tous les soirs. Un petit peu moins, les 8-9 on va dire, qui contribuent tous les soirs au rendement de l'équipe. Quel peut être le vrai apport de ce banc-là? Qui est le 6e homme quelque part des Sixers? Ça devient Mike Scott. Ça devient Mike Scott qui a eu des qualités d'attaque intéressantes la saison passée, notamment sur du pick and pop avec son 40% de réussite à 3 points. Donc c'est un joueur qui peut permettre d'étirer l'attaque. Ses qualités de défense sont aussi tout à fait correctes, mais sorti
de Mike Scott, qui d'autre peut contribuer? Le seul joueur du 5 mineur avec un box plus minus positif, c'était Bolden la saison passée. Rien d'anormal à avoir des remplaçants qui ont un box plus minus inférieur à 0, mais on en revient à cette question: qui va être le joueur en sortie de banc qui va apporter la dose d'énergie, qui va apporter de l'impulsion, qui décharge un petit peu les titulaires et qui leur apporte un petit peu un petit coup de boost, un petit bonus. Ça aussi, c'est un sujet à surveiller. Ça aussi, c'est un sujet à surveiller, parce que dans les rotations, ce qui va sans doute se passer, c'est que Embiid va sortir assez tôt du 5. Je pense au bout de 6 minutes, on a un Embiid qui va venir rejoindre le banc, et on a un Horford qui va se retrouver à jouer pivot, qui lui va rester sur le terrain. Et là, Coach Brown aura la possibilité soit d'intégrer Mike Scott, donc au bout de 6 minutes, parce que je serai en recherche de qualité d'attaque, je serai en recherche de je veux étirer mon dispositif offensif, soit j'intègre Bolden parce que je veux peut-être un petit peu plus de taille, je veux conserver un petit peu de qualité de rebond. Mais quid pareil de la relève sur la ligne arrière? Il n'y a pas si longtemps que ça, Trey Burke était annoncé comme n'ayant plus une place en NBA. Là, il se retrouve quelque part comme le joker de Simmons. Donc il y a pas mal de questions sur ce que peut apporter ce banc des Sixers. Et là aussi il y a un sujet. Là aussi il y a un sujet, parce que les Sixers vont avoir besoin de faire souffler leur titulaire. Quid aussi d'un titulaire qui se blesse. Il va falloir composer avec un 5 du coup où on aura amputé encore un joueur et qui sera encore plus affaibli. Donc il y a aussi un sujet sur le banc. Le banc mériterait une vidéo de 2 heures à lui seul, on ne va pas plus développer que ça. Mais il est aussi en tête que ce banc des Sixers est loin d'être d'un des bancs les plus sexy et les plus prolifiques de la saison à venir. Ok, alors c'est bien beau tout ce blabla, mais du coup mes Sixers, ils vont devenir quoi, hein? Je vous entends derrière votre PC ou votre smartphone, je vous entends me demander des projections, me demander un petit aperçu de ce que peut donner cette équipe de Philadelphie la saison prochaine. Eh bien, j'ai employé la même recette que j'emploie pour faire les projections de toutes les équipes que j'analyse. Je suis parti du postulat que Embiid allait se centrer davantage dans la raquette. C'est-à-dire qu'il allait y avoir un travail du coaching staff des Sixers et de Embiid pour qu'ils prennent un petit peu moins de tirs à faible pourcentage pour se reconcentrer davantage dans la raquette. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée de Horford, qui va être l'intérieur qui existe un petit peu à 3 points, on va peut-être avoir un Embiid qui va pouvoir plus se remobiliser dans la raquette, donc qui va gagner en efficacité offensive. Je suis parti de ce postulat-là, et je suis aussi parti du postulat que Harris, qui a eu un passage en termes d'adresse compliqué, je parle surtout de l'adresse extérieure, du côté des Sixers dans les 27 matchs qu'il a joué la saison passée, allait retrouver l'adresse qui était plus ou moins la sienne du côté des Pistons ou du côté des Clippers. Donc on est déjà dans un postulat optimiste, parce que présentement, rien ne nous garantit que Embiid ne va pas continuer à arroser à 3 points et que Harris ne va pas continuer à envoyer des briques à 3 points. Partons sur un postulat optimiste. Eh bien, les Sixers, qui étaient la 8e attaque la saison passée, peuvent devenir la 6e attaque de la NBA, avec les deux postulats qu'on a évoqués. Si jamais ces deux postulats ne sont pas avérés, les Sixers restent à la même place en attaque. C'est-à-dire qu'ils restent à la 8-9e place. Pas de progression en attaque. Du côté de la défense, les Sixers la saison passée, 14e défense de la NBA, avec les arrivées de Richardson et de Horford. Les Sixers peuvent passer 7 à 8e en défense. C'est toujours compliqué, je vous en ai déjà parlé plein de fois, de transposer la défense, parce que autant il peut y avoir une chimie dans l'attaque, c'est-à-dire que vous assemblez différents ingrédients et vous obtiendrez toujours la même recette, autant en défense, cette chimie elle est beaucoup moins vraie. Il y a une part d'inconnu, il y a une part d'impalpable dans la défense, dans l'assemblage de joueurs en défense, parce qu'il y a des effets catalyseurs. Il y a des effets catalyseurs où 4 joueurs moyens et un bon défenseur en défense peuvent être une très bonne défense, et où à contrario 4 bons défenseurs et un très mauvais peuvent effectivement devenir une mauvaise défense, parce que ce très mauvais fait s'écrouler tout. Donc c'est toujours compliqué de projeter la défense, mais j'ai repris la même recette que pour les autres équipes et j'arrive à des Sixers qui finissent entre la 7 et la 8e place en défense. Donc, il y a une progression
par rapport au rendement de la saison passée. Maintenant, le rendement de la saison passée, on en a parlé, il était globalement, au vu de l'assemblage proposé, quand même relativement décevant. En tout cas, pas au niveau auquel on pouvait imaginer cette équipe des Sixers. Avec une 5-6e place en attaque et une 7-8e place en défense, on a des Sixers qui vont être projetés à peu près plus 4 en net rating, donc en différence qualité d'attaque, qualité de défense, et à plus 4, en fonction du rendement des autres, vous pouvez osciller entre la 5e et la 8e place en NBA. Donc est-ce que c'est suffisant pour faire des Sixers un vrai contender ? Ça dépendra de ce que défensivement cette équipe peut réussir à faire. Si les Sixers effectivement arrivent à être encore meilleurs en défense et à intégrer le top 5 de la NBA tout en restant en attaque entre la 6 et la 8e place, effectivement cette équipe des Sixers peut donner des coups de coude et peuvent se faire une place à l'Est pour atteindre les finales NBA. Si on reste dans les postulats que j'ai évoqués et qu'on a des Sixers 8e attaque, 8e défense, j'ai peur que ça soit un petit peu juste pour qu'au final ils soient les derniers debout dans la conférence Est. Et puis côté Sixers, on est un petit peu dos au mur. On est un petit peu dos au mur parce qu'il faut que ça marche. Il faut que ça marche parce que Harris, plus Horford, plus Simmons, plus Embiid, dès la saison 2020-2021, c'est 120,65 millions de salaires cumulés, ce qui, à E4, est déjà beaucoup plus que le salary cap projeté sur la saison 2020-2021. Donc tout ça pour dire que il faut que ça marche parce que les Sixers n'ont aucune marge de manœuvre salariale autour de ce noyau dur de 4 joueurs. Ils ont fait tapis sur ces 4 joueurs. Si la mayonnaise ne prend pas, les Sixers, ils n'ont aucune marge de manœuvre pour se renforcer derrière. Vous rajoutez Richardson et ses 10 millions, on est à 130 millions, et la taxe de luxe sera à 140, donc les Sixers payeront la taxe de luxe. Ça veut dire que le moindre joueur acquis avec une mid-level exception à 5 ou 6 millions coûtera en fait au club beaucoup plus, parce que vous savez que la taxe de luxe est exponentielle et chaque dollar dépassé au-delà coûte de plus en plus cher. Donc les Sixers vont se retrouver à dépenser énormément pour monter un roster et il faut que ça marche, parce que ça sera une hérésie d'avoir une équipe qui paye la taxe de luxe et qui tombe en demi-finale par exemple. Donc les Sixers un peu dos au mur, les Sixers un peu condamnés à l'exploit. L'équipe est tout à fait intéressante. Ce postulat de jouer très très grand va un peu à contre-courant de ce qui est proposé actuellement en NBA, donc ça va être vraiment à suivre. Je ne vous cache pas que j'ai encore beaucoup de mal dans ma tête à visualiser ce que peuvent proposer ces Sixers. C'est pour ça que je suivrai avec attention leur début. Ce qui est sûr, c'est que les Sixers, ils ont besoin d'un Harris, joueur le mieux payé de l'équipe, qui retrouve de l'efficacité en attaque et qui fait le service minimum en défense, ne serait-ce qu'un niveau moyen sera déjà salutaire. Mise beaucoup sur Richardson, il faut que Richardson, eh bien, on l'a vu, compense et JJ Redick et Jimmy Butler, ça va pas être évident. Alors Ford, je m'inquiète pas une seule seconde. Il y a une évolution de Embiid dans sa sélection de tirs en attaque qui est importante. Simmons, quid de Simmons? On n'en a pas parlé dans la vidéo, mais ça mériterait une vidéo à part. Quid de Simmons? Va-t-il franchir un palier? Va-t-il gagner en efficacité encore la saison prochaine en étant plus adroit dans la raquette, en perdant moins de ballons en attaque? Quel est le vrai potentiel de Simmons? Est-ce qu'il nous a déjà tout montré? Est-ce qu'il peut faire mieux? Pareil, il y a des inconnus sur lesquels on ne peut que spéculer et sur lesquels malheureusement j'ai rien de factuel et de concret à vous amener. Donc c'est des scénarios et c'est des terrains sur lesquels je ne veux pas m'engouffrer parce que je veux vous proposer du factuel, du concret. Je ne veux pas vous proposer de la théorie, de l'hypothèse. Il y en a suffisamment sur le web, vous trouverez ça ailleurs. Donc il y a beaucoup de questions quelque part sur ces Sixers. Le process a été sacrifié sur l'autel du succès immédiat. Pour l'instant, le succès immédiat, on ne l'a pas eu. Affaire à suivre. On suivra évidemment ça. Bon match à tous.